Henri Alcan, nous sommes chez vous ici à Parly, dans Lyon, et j'ai la chance de pouvoir parler à quelqu'un qui se trouve dans le dictionnaire du cinéma. C'est rare que l'on puisse parler à quelqu'un qui figure déjà dans ce dictionnaire. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est, vous figurez, mais je crois qu'il existe quelques erreurs concernant vos origines. Alors rectifions peut-être la chose. Un dictionnaire dit de vous que vous êtes d'origine bulgare. Oui, c'est tout à fait fantaisiste parce que quand le dictionnaire de M. Roger Boussineau a paru, ils n'ont pas jugé utile de contrôler des fantaisies qui avaient dû être suggérées par des amis. D'autres amis n'ont pas dit que j'étais bulgare, mais ont dit que j'étais arménien. Et vous voyez, tout ça est inexact. Mes origines, déjà assez lointaines, sont françaises, tout au moins dans la mesure où on a pu remonter jusqu'au XVIIe siècle, ce qui est déjà pas mal. Et avant, vous ne savez pas d'où vient le nom Alcan? J'ai l'impression, on a toujours eu l'impression, parce qu'on m'a dit que tous les préfixes al étaient d'origine arabe, et que sans doute le nom était en deux volets, deux parties, al et kan. Quand je suis allé en Iran, on m'appelait Ali Khan et j'étais considéré comme un grand chef. Voilà, évidemment, il faudrait pouvoir poursuivre des recherches plus sérieuses pour savoir exactement d'où mes ancêtres ont débarqué en France. Mais vous avez fait vos études ici dans Lyon, ou bien? Non, je n'ai pas fait mes études dans Lyon, mais j'y suis venu très souvent. Vous êtes né ici? Non, je suis né à Paris, à Montmartre. Mais mes vacances et mes préférences étaient de venir dans Lyon, dans cette campagne toute proche, avec mes frères et ma mère, et nous connaissons parfaitement tous les environs, tous les villages, les petites routes, les chemins qui d'ailleurs beaucoup ont été supprimés, et c'est un pays que nous aimons beaucoup. Et le hasard a fait que 50 ans plus tard, on a trouvé une propriété ici, dans ce village, tout près de l'autre village où je passais mes vacances scolaires. Qui s'appelait? Pour un. Est-ce que le monde du cinéma vous était familier quand vous étiez enfant? Est-ce que vos parents travaillaient? Personne ne travaillait dans le cinéma. Je dois même dire qu'une partie de ma famille était plutôt opposée à ce que j'aborde cette carrière. Mais les hasards de la vie ont fait que je me suis enthousiasmé pour le cinéma au cours de vacances scolaires dans le midi de la France, à Villefranche-sur-Mer, où j'ai vu tourner un film qui s'appelait Vénus. Et ce film, qui était dirigé par un grand metteur en scène français de cette époque, Louis Mercanton, avait une grande vedette américaine, Constance Talmadge, dont le nom ne dit plus rien aux générations actuelles, mais qui est Constance Talmadge, était une des stars de cette époque. Et alors j'étais absolument ébloui par l'organisation d'un tournage de film. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans, 17 ans, et je crois que ça a dû avoir une grosse influence sur moi de voir l'éclairage du port de Villefranche-sur-Mer complètement transformé par des lumières, par la disposition des projecteurs. Et j'étais absolument subjugué par cette lumière riche et fastueuse. Je crois que ça a dû jouer à mon insu sur le choix futur de cette carrière. C'est encore du cinéma muet?
C'était encore le cinéma muet, oui, c'était en 1927, 1928, et le cinéma sonore en France n'a débuté qu'en 1930-31. Et voilà probablement pour les origines de mon goût pour le cinéma. Maintenant, alors, vos études, quelles étaient-elles? Ben, mes études étaient des études classiques de lycéen, mais je me suis spécialisé un peu plus tard quand j'ai compris que pour pratiquer ce métier de cinéaste, il fallait, surtout d'opérateur, il fallait avoir des connaissances un peu plus approfondies que ce qu'on apprenait en classe de troisième sur l'optique, sur l'électricité, sur la chimie photographique. Et alors je me suis astreint à aller suivre des cours du soir. Finalement, j'ai appris beaucoup par les cours du soir qui étaient dispensés à Paris aux Arts et Métiers. C'était des cours du soir, mais pendant la journée, qu'est-ce que vous faisiez? Dans la journée, comme il me fallait commencer à gagner ma vie, j'étais employé de banque. Et donc en fait, à la sortie de l'école, vous avez commencé un apprentissage d'employé de banque? Oui, il faut dire qu'il y avait des circonstances tout à fait particulières dans ma famille. Ma mère avait 4 fils et mon frère aîné, qui faisait son service militaire au Maroc, venait d'être tué au Maroc. Et alors ça a déterminé de grands changements dans l'économie familiale. Il fallait que de l'argent rentre dans la maison. Et alors j'ai travaillé tout de suite. Votre père était mort? Oui, mon père était mort en 1915 pendant la guerre 14-18. Alors mon frère aîné donc avait disparu dans cette guerre cruelle du Maroc. Mon autre frère aîné a tout de suite travaillé dans la banque et moi aussi, j'ai travaillé dans la banque. Dès l'âge de 16 ans ou comme ça? Oui, entre 16 et 17 ans. Est-ce qu'au moment où vous avez commencé à travailler dans la banque, vous aviez déjà le cinéma en tête? Je veux dire, c'était déjà un but ou un espoir? Je l'avais d'une façon très confuse, c'est-à-dire j'étais très amateur de cinéma, comme toute la jeunesse d'ailleurs. J'aimais aller régulièrement, il y avait des billets de famille qui existaient à l'époque, il y avait même des abonnements au cinéma. Et tous les mercredis soirs, avec mes frères et ma mère, nous allions au cinéma Marcadet Cinéma Palace, dans le 18e arrondissement. Et là, j'ai pris goût d'abord au spectacle cinématographique, et plus tard, j'ai voulu aller plus loin. Alors, comment ça s'est passé, ce plus loin? Ben, ce plus loin, c'est que, absolument écœuré de mon travail dans les banques, que je quittais régulièrement tous les 6 mois, j'ai pu, à un moment donné, avec, disons, une certaine chance, avoir une recommandation pour trouver un journaliste qui était assez connu à l'époque. Il s'appelait Pierre Ramelot, c'était un journaliste à l'Intransigeant. Il tenait la rubrique du cinéma. Et Pierre Ramelot m'a reçu très rapidement dans son bureau en me disant « Mais jeune homme, vous voulez aller dans les studios? Eh bien tenez, voilà ma carte de visite. Allez vous présenter, vous serez reçu. » Et effectivement, avec cette carte de visite, j'ai commencé à parcourir tous les studios de Paris pour essayer de m'y introduire et pour voir comment se faisait le tournage des films. Parce qu'à ce journaliste, vous aviez raconté que vous vouliez connaître un petit peu le studio de l'intérieur, ou est-ce que vous aviez parlé de chroniques cinématographiques? Non, je lui avais exprimé le désir d'essayer d'entrer dans ce milieu très fermé des opérateurs. Et il m'avait donc donné sa carte de visite comme une recommandation
pour un certain studio. À l'époque, c'était déjà le métier d'opérateur qui vous tentait, plus que celui de réalisateur. Je n'ai jamais été tenté quand j'étais jeune par la mise en scène. J'étais beaucoup plus intéressé par tout ce qui était l'entourage technique d'un film. Très vite, je n'ai visé que la prise de vue. Et plus tard, la lumière. J'étais plus axé ensuite sur le côté absolument fabuleux d'organiser la lumière dans un studio ou même en extérieur ou dans des intérieurs naturels. C'était ça ce qui me séduisait. Beaucoup plus que la mise en scène et les contacts avec les acteurs et les actrices. Parce que vous avez l'impression que les contacts sont beaucoup plus réduits que lorsqu'on est éclairagiste, que lorsqu'on est... Non, c'est tout à fait autre chose. Les acteurs et les metteurs en scène vivent différemment. Ils n'ont pas du tout le même genre de vie que les techniciens. Et je crois aussi que c'est quelque chose que je ne ressentais pas, ce qui s'appelait la mise en scène. Alors que tout ce qui concernait la prise de vue, la composition d'une image, le dynamisme d'une image, les mouvements de caméra, la distribution des lumières, ça, c'était des points qui m'intéressaient beaucoup plus que l'agitation fébrile des acteurs, des metteurs en scène et de leurs assistants. Non, je dois dire, je n'étais pas séduit par cet aspect du métier. Le métier d'opérateur, lui, par contre, m'attirait prodigieusement. D'ailleurs, les résultats de vos travaux font qu'actuellement on fait référence précisément aux films qui restent parmi les plus grands, comme La Belle et la Bête, où justement la lumière et les ombres jouent un rôle fondamental dans ce film. Je crois que, effectivement, un film comme La Belle et la Bête devrait rester comme un classique du cinéma. Mais je n'ai pas tourné que La Belle et la Bête avec la même pensée de composition, de cadrage et de valeur des ombres et des lumières. J'en ai tourné d'autres qui sans doute ne passeront pas à la postérité, si toutefois La Belle et la Bête passe à la postérité. Mais quand je cite un film, ça m'arrive de le citer à des étudiants quand je fais des cours, comme Anna Karénine. Le film Anna Karénine de Julien Duvivier est un exemple, me semble-t-il, aussi important que La Belle et la Bête. Aussi important dans sa conception et de la plastique de l'image. Un autre film comme le film de Yves Allégret, Une si jolie petite plage. Vous étiez chef opérateur? Dont j'étais chef opérateur. Excusez-moi, dans Anna Karenine, vous étiez chef opérateur? Oui, tous ceux que je vous cite sont de la période où j'étais devenu chef opérateur, c'est-à-dire après 1940. De 1929 à 1940, j'ai parcouru les étapes normales de quelqu'un qui entre dans un métier et qui veut suivre, progresser, échelon par échelon, et suivre toutes les étapes professionnelles indispensables, c'est-à-dire deuxième assistant,
puis premier assistant, et puis cadreur, avant de devenir chef opérateur. Après 1940, je suis devenu chef opérateur. Donc les exemples que je peux vous citer maintenant sont tous des exemples basés sur l'expérience de ce métier de chef opérateur. Alors, juste pour en revenir à cette première période, cette première tranche de votre vie, comment ça s'est passé en fait, votre familiarité, je dirais, votre familiarisation, j'entends, avec des gens. Vous avez une carte de visite, d'accord, mais comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître au départ? Je n'étais absolument pas connu. J'étais un petit assistant comme beaucoup d'autres. C'est simplement les hasards de la vie qui m'ont permis de faire des rencontres, et des rencontres exceptionnelles. Je crois que tout individu, à un moment donné, fait des rencontres exceptionnelles. Quelquefois, peut-être, il ne les décèle pas. Mais de même, moi, je ne pouvais pas déceler que ma rencontre avec un grand maître de la photographie comme Eugène Schouftane allait me permettre d'apprendre tant de choses sur le métier de l'art de l'image. Mais là, par exemple, vous l'avez rencontré à quelle occasion? Eugène Schouftane était arrivé en France avec tout le mouvement qui s'est déclenché en Allemagne à la suite de la prise du pouvoir par Hitler et de l'exode, je peux dire, de tous les principaux artistes allemands en peinture, en littérature, dans le cinéma, dans le théâtre, presque tous, à ce moment-là, entre 1932 et 1936, de ces milieux artistiques, ont fui l'Allemagne pour se répandre en Europe et jusqu'en Amérique. Et Schouftane est arrivé en même temps que de grands metteurs en scène, comme Pabst ou Ophuls et bien d'autres. Et le hasard a fait que un de mes amis m'a recommandé auprès de Schouftane comme assistant opérateur. Et ensuite, je ne devais presque plus quitter Schouftane jusqu'à la guerre 39-40. C'est-à-dire que j'ai été son assistant. Vous êtes entré d'ailleurs dans la résistance, il faut savoir. Oui, c'était une résistance très, très clandestine, d'ailleurs comme presque tous les groupes de résistance, parce que elle avait lieu principalement dans le midi de la France et à Nice en particulier, où il n'y avait à peu près rien dans le milieu du cinéma, sauf un ou deux petits groupes très confidentiels qui s'occupaient principalement de renseignements envoyés à Londres. Plus tard, alors, j'ai participé d'une façon moins directe à la résistance quand je suis venu dans Lyon. Mais ça, c'était la période cruciale de la guerre. Autrement dit, vous preniez des images en particulier qui allaient servir de renseignement. Oui, ça m'est arrivé, je dois dire exceptionnellement, quand je tournais à Nice avec le Centre des jeunes du cinéma, un film sur les cheminots, j'ai pu, dans des circonstances très exceptionnelles, me cacher dans une locomotive avec une petite caméra automatique, et étant camouflé et ayant la complicité du chauffeur et du mécanicien, j'ai pu filmer dans la gare de Marseille des trains entiers de défense aérienne qui étaient là, placés par les Allemands. Et puis aussi, il y avait à cette époque des petits ouvrages fortifiés le long
de la voie ferrée et le long des plages de la mer entre Marseille et Nice. Et toujours, grâce à ce film qui se déroulait donc dans la journée, le retour le soir se faisait, pour moi, caché dans la locomotive par Blanchet et son chauffeur. Et alors, le soir, je remettais ce film à un de mes assistants qui avait des contacts avec Londres par l'intermédiaire d'agents en Espagne. Alors le film était développé, coupé en petits morceaux et envoyé à Londres. Et un jour, réellement on ne pouvait pas savoir si ça allait servir ou non, ces documents. Mais un jour, avec mon frère, on a eu la joie d'entendre par la radio que notre groupe était reconnu, officialisé par Londres, ce qui signifiait que nos efforts avaient sans doute abouti, avaient sûrement abouti. Votre idée d'entrer dans la résistance, elle était motivée par quoi au départ? Tout simplement parce que ça me semblait tout naturel de s'insurger contre la guerre d'abord, parce que j'ai toujours été contre la guerre, et ensuite contre l'occupation de la France par des troupes étrangères, et notamment par les Allemands et les Italiens d'ailleurs. Et ça me semblait scandaleux qu'il n'y ait pas eu plus de Français pour s'insurger contre cette mainmise totale de la France par des forces étrangères et avec en plus toutes les exactions que les Allemands et les Italiens d'ailleurs commettaient dans notre pays. Il y avait chez moi une révolte intérieure permanente. Est-ce que dans le monde du cinéma, c'était très divisé? Il y a eu des gens qui étaient dans le monde du cinéma, je crois que ça a été une minorité qui a fait partie de la résistance. Et je crois aussi pouvoir dire que la résistance dans le cinéma, elle est venue tardivement, mais elle a existé. Quelle année pour vous, par exemple? Eh bien, comme nous n'avions que très peu de contact avec les gens de Paris, je crois qu'à Paris, ça s'est fait jour dans les deux dernières années de la guerre. Alors que dans le midi de la France, la résistance s'est faite presque tout de suite. Pour revenir un petit peu en arrière, avant de sauter à pieds joints sur la deuxième période de votre carrière, vous me parliez un peu de ces rencontres qui se faisaient comme ça, un peu de fil en aiguille. Vous avez connu Cocteau, travaillé avec lui. Par exemple, la rencontre avec Cocteau, comment est-ce qu'elle s'est passée? Ce sont toujours des circonstances hasardeuses qui ont fait qu'à un moment donné, des amis de Cocteau m'ont mis en rapport avec lui, tout simplement parce qu'ils avaient vu le travail que j'avais effectué comme jeune chef opérateur à Nice sur des films, disons, divers. Notamment une comédie tournée par Marc Allégret, qui s'appelait Les Petites du Quai aux Fleurs, et que je crois avoir filmé avec beaucoup de soin. Et puis mon travail aussi avec Abel Gans, qui m'avait découvert grâce à un petit court-métrage que je venais de faire à Nice, et Abel Gans très vite m'avait investi de sa confiance. Et je crois que... Qu'est-ce que vous aviez fait comme film avec Abel Gans? J'avais tourné comme chef opérateur
de la deuxième équipe, puisque c'était l'époque où il y avait souvent deux équipes dans un film. J'avais tourné La Vénus aveugle avec Viviane Romance. Et je sais que Gans appréciait beaucoup mon travail, puisque après ce film, il m'avait redemandé à peu près chaque fois qu'il avait une proposition lui-même de tourner comme chef opérateur. Excusez-moi, dans le cas de La Belle et la Bête, vous étiez le seul chef opérateur? Dans La Belle et la Bête, oui. Il n'y avait qu'une seule équipe. Mais dans des films plus tard, dans des films américains... Dans Les Ailes du Désir, vous étiez le seul... Chef opérateur, oui, également, dans Les Ailes du Désir. Mais c'est pas un bon système. Moi, j'ai jamais aimé ce système de diviser le travail entre deux chefs opérateurs. Pour la bonne raison que le chef opérateur a un certain concept de l'image. Je comprends bien. Et qu'on ne peut pas accorder et ajuster deux concepts différents qui viennent de deux têtes différentes, donc de deux formes plastiques différentes. Les images de l'un ne peuvent pas, ce qu'on appelle raccorder avec les images de l'autre. C'est un système bâtard, celui de mettre deux équipes ou même quelquefois trois. C'est juste acceptable dans le cas où il y a des scènes purement documentaires qui viennent s'insérer dans le sujet principal. Mais autrement, il y a trop de différences, si vous voulez, de différences esthétiques et plastiques dans les styles. Et c'est mauvais. Cocteau, il avait entendu parler de vous donc par ses amis. Vous l'avez rencontré à ce moment-là. Comment s'est passée la rencontre? J'ai rencontré Cocteau un nombre infini de fois pendant 18 mois. Tout le temps de la préparation du film, ça a été une suite de rencontres avec de grands vides, de grands espaces, d'autant plus que c'était la guerre et l'incommodité des transports. Moi, je me trouvais dans Lyon, Cocteau était à Paris, et il me fallait, chaque fois que Cocteau m'envoyait un télégramme, que je revienne à Paris en bicyclette, ce qui n'était pas tellement commode, parce que les trains... C'est-à-dire en vélo depuis ici jusqu'à Paris? Oui. Ça fait combien? 170 km? 170 km. Oui, j'étais un bon cycliste. Vous le faisiez en combien de temps? 2 jours? 3 jours? Ah non, dans la même journée. Non. Ah, absolument. Ouais. En un jour, je faisais l'aller à Paris. Ça n'a pas été heureusement trop souvent, mais ça a été le cas notamment des dernières années de guerre où les trains ne fonctionnaient plus, les derniers mois de guerre où les trains ne fonctionnaient plus, où ils fonctionnaient très mal. Alors mes contacts avec Cocteau, c'était chaque fois des rendez-vous assez fabuleux parce que il y avait des discussions qui avaient lieu devant moi sur le futur maquillage de Jean Marais, sur la transformation de son visage, sur alors, par exemple, quel était son costume. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre tâche du chef opérateur dans le cas justement de La Belle et la Bête, qui est quand même un classique extrêmement important, je trouve. Et dans ce cas-là, au départ, quelle était la tâche? Comment se définissait le rôle du chef opérateur à partir du script qu'a en main le réalisateur? Je ne sais pas comment procèdent mes confrères. Moi, en tout cas, je suis très attentif à la lecture du scénario. La première base d'étude, c'est évidemment le scénario. Mais le scénario ne comporte pas toujours des indications claires ou détaillées des désirs futurs du metteur en scène. Il y a un certain flou
dans le scénario quant à la future lumière ou au climat de certaines scènes. Il s'agit donc d'imaginer ce que sera le futur film, ce que seront les futures images, et de pouvoir proposer dans des conversations préalables au film, proposer au metteur en scène de grandes esquisses de ce qu'on pourra faire quant au style plastique. Alors le style plastique, Cocteau, on avait une vision très, très claire Très quand clair. c'est un film. Hein. Et il avait des références à vous citer. Oui, il avait beaucoup de références, Parmi lesquelles mais notamment des références picturales, en me citant pour les intérieurs, notamment pour ce qui serait les futurs intérieurs en studio, les références de peinture hollandaise du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il a fait comme autre référence les illustrations des contes illustrés par Gustave Doré, de Perrault. des contes de Perrault. Et ça, c'était important, parce que Cocteau avait un gros livre volumineux avec les contes de Perrault et toutes les illustrations de Gustave Doré. Et alors, plusieurs fois dans nos rencontres, il m'ouvrait le livre à tel ou tel conte, à telle ou telle illustration, me montrant, me disant, tu vois, par exemple, cette gravure de Doré qui illustre Peau d'âne ou Cendrillon, c'est ça, les effets de nuit qu'il faudrait que tu fasses dans le futur. Donc, avec Cocteau, il faut dire que ce système de référence picturale était un système de communication directe de sa pensée avec la mienne. Ce n'est pas toujours le cas avec d'autres metteurs en scène. Souvent, même de grands metteurs en scène n'ont que peu de références à indiquer. Ils donnent une indication générale du style de leur film, mais pas des références détaillées. Parce que, par exemple, certains réalisateurs travaillent à la photographie, prendre quelques pauses avec des plans, des lumières, et puis reviennent vers vous en disant voilà, c'est à peu près ce genre de luminosité là qu'il me faut, etc. Ben oui, il y a beaucoup de réalisateurs donnent des exemples photographiques. Quelquefois, eux-mêmes ont déjà dégrossi leur travail par des repérages et par des photos d'intérieur ou des photos de paysages. Souvent aussi, ils sont eux-mêmes quelque peu photographes et savent ce qu'ils désirent obtenir. Mais c'est une exception. Je crois que Alain Resnais est dans ces metteurs en scène qui ont l'œil du photographe. Wim Wenders également. Wim Wenders a le regard d'un photographe. Wim Wenders sait à l'avance comment il va cadrer une scène dès qu'il se trouve en présence des vrais lieux. Je ne dis pas que longtemps à l'avance, il puisse décrire ce que sera telle ou telle scène, mais quand il est en pleine action, en pleine découverte
et fixation d'un lieu où va se dérouler une action, très vite, il sait où il mettra sa caméra et comment il filmera cette action. Alors, Même, dans le cadre des ailes du désir, justement, est-ce que cette conception assez précise a fait que vous aviez peu de sphères de liberté, vous, pour tourner les ailes du désir avec lui? non, sur le plan de la lumière, j'avais beaucoup de liberté. Sur le plan de l'éclairage, Wim Wenders n'est à peu près jamais intervenu. Il m'a laissé faire, il m'a laissé lui suggérer. Moi, je n'ai jamais rien imposé, mais j'ai souvent indiqué, esquissé ce que sera la lumière, y compris par des croquis, par des dessins. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Ah, vous dessinez vous-même. Oui, je dessine mal, J'aimerais peut-être mais je dessine. voir avec vous, lorsque vous commencez votre tâche, après discussion avec le metteur en scène, qui vous donne un peu les grandes lignes de ce qu'il souhaiterait avoir, en quoi consiste votre travail juste après cela, pour vous-même? Mon travail d'une façon précise. De façon précise, qu'est-ce que vous faites après avoir lu le scénario et d'avoir... D'abord, en lisant le scénario, j'imagine. J'imagine sans arrêt, non pas d'une façon précise, ce que sera la lumière, mais d'une façon générale, quel style il faudrait pouvoir imprimer à l'histoire. Je veux dire par là, quelle option choisir, d'accord avec le metteur en scène, entre des éclairages modulés et modulants, ou modelants, et des éclairages subtils, ou bien des éclairages franchement contrastés, nets, ciselés, ou encore des éclairages qui peuvent impliquer toute une position esthétique de l'aplat l'éclairage en aplat, par rapport à l'éclairage en relief. Tout ça, c'est un peu confus, mais ça se décante par des discussions successives avec le metteur en scène et souvent avec le décorateur. Et puis arrive la phase de réalisation réelle. Alors là, on se trouve en phase de problèmes pratiques et c'est une question de métier, de pouvoir estimer l'emplacement des projecteurs, leur puissance, les surfaces éclairées ou les surfaces sombres, leur qualité, la qualité de la lumière, les espaces d'ombre aménagés, comment les ménager. C'est tout ça qui va jouer et on se trouve en présence d'une manipulation de la lumière comme peuvent le faire probablement les peintres qui eux aussi sont en présence non pas de projecteurs qui envoient des pinceaux lumineux et des flux de lumière réels, mais avec un tracé de la lumière. Les peintres tracent les flux de lumière, nous les distribuons en grandeur réelle. Là, je ne vous suis pas tout à fait. Par rapport au tracé du peintre, vous dites que vous distribuez ces traces de lumière en grandeur nature. Qu'est-ce que vous entendez par distribuer?
Distribuer, c'est-à-dire répartir. Répartir les flux de lumière, les pinceaux de lumière. Mais est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, ce que fait le peintre, justement? Ce que j'essaie de comprendre, c'est le pinceau, Non, la en fait. différence essentielle, c'est que le peintre, il dessine sa lumière. Mhm. Alors que nous, Vous la captez, vous la rendez. nous ne la captons pas, nous la fabriquons Mhm. artificiellement Mhm. Je comprends ce que vous voulez dire. avec des projecteurs. Alors, est-ce que, une fois que vous avez imaginé, que vous en avez parlé avec le metteur en scène, est-ce que vous faites déjà pour vous-même des travaux, vous me disiez tout à l'heure des esquisses, mais est-ce que vous faites déjà des photographies, Donc, voilà. divers essais, un peu comme on fait des échantillons? On faisait, il y a 20 ans, 30 ans, des essais avant chaque film, pendant quelquefois 8 jours ou 10 jours. Il y avait une période d'essai. Maintenant, tous les producteurs ont à peu près supprimé ce système des essais. C'est-à-dire qu'en dehors d'une demi-journée et encore de photographies plus ou moins bâclées de la tête des débutantes et des débutants, on ne fait plus rien. On se lance directement dans le film. C'est Mais une bonne chose pour vous ou non? c'est une très mauvaise chose. Parce que ne réussissent que les gens qui ont du métier. Et échouent les gens qui sont débutants, puisqu'on ne leur laisse pas le temps de s'essayer et de choisir. Et pourtant, les films continuent à se faire, je veux dire. Oui, ils se font forcément. Pourquoi ne se ferait-il pas, même avec des moyens simplifiés? Mais le résultat, c'est quand même que dans la majorité des films, il y a un abaissement de la qualité. Alors parlons peut-être justement des nouvelles techniques, en particulier de la couleur. Enfin, pas véritablement une nouvelle technique, mais je veux dire vous avez connu le noir-blanc et vous avez ensuite connu la couleur. Est-ce que pour vous, le passage à la couleur était quelque chose de C'était quelque chose de douloureux? très difficile. Pas douloureux, mais quelque chose que j'ai trouvé très difficile. D'abord parce que le métier est fait de telle façon que ceux qui n'ont pas l'expérience sont toujours rejetés. Donc, si la chance n'était pas là pour vous donner l'occasion de faire un premier film, on pouvait attendre des années et des années sans jamais faire de film en couleur. J'ai eu plusieurs de mes confrères qui ont été écartés à ce moment-là du cinéma et qui ne s'en sont jamais relevés. Tout simplement parce qu'on disait d'eux, ah oui, un tel, c'est un très bon chef opérateur de noir et blanc. Mais qu'a-t-il fait en couleur? Et alors, sa carrière était à peu près finie. Elle devenait tout à fait aléatoire. Mais par exemple, vous avez pu passer vite à la couleur, ou bien vous avez... Non, pas vite. Non. Quelle était votre réaction lorsque vous avez Mon vu les... premier film en couleur, c'était Frou-Frou. J'ai eu la chance de le faire, tout simplement parce que c'était un metteur en scène étranger qui venait en France et qui ne s'occupait pas de mes références précédentes quant à la couleur. C'était en quelle année? Il m'a fait confiance. Ça doit être 1950. Je vais vous dire exactement. Parce que Qui était le réalisateur de Frou-Frou? C'était Augusto Genina, un réalisateur italien très connu à l'époque. Très bon réalisateur italien. Un homme très sympathique et qui connaissait admirablement son métier. Et je vous dirai la date exacte. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a fait comme différence fondamentale de travail, de passer à la couleur?
Est-ce que la répartition des lumières dont vous parliez se fait très différemment? J'ai tâtonné, comme beaucoup d'opérateurs. Mais très vite, je me suis fait, je veux dire, à cette technique, parce que c'est pas la technique qui est difficile. À partir du moment où on connaît les caractéristiques de la pellicule et qu'on a des instruments de mesure, les problèmes sont relativement aisés. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est l'accord avec le décorateur. Parce que c'est le décorateur peintre qui, lui, à ce moment-là, doit avoir la maîtrise du sujet en couleur. Et hélas, très peu de metteurs en scène font appel à des décorateurs peintres pour travailler en couleur. Presque tout le courant, sauf exception, des films en couleur actuellement, c'est un tournage de couleurs naturalistes et de couleurs telles qu'elles se présentent dans la vie à notre regard. Alors que le vrai travail, la vraie invention d'un film en couleur devrait être un film dont les couleurs sont toutes préméditées. Toutes les couleurs qui entrent dans une composition d'image devraient être repensées, ajustées, utilisées comme les peintres le font. Est-ce que vous avez l'impression que la nouvelle génération, je dirais technique, qui sera probablement la vidéo de haute qualité, de haute définition, qui, comme on le dit souvent, atteindra d'ici quelques années la qualité du 35 mm pellicule, elle dépassera même, puisqu'on aura une densité des points suffisamment grande. Est-ce qu'à ce moment-là, l'image pouvant être retravaillée facilement électroniquement, est-ce que ça ne va pas, selon vous, être une stimulation pour les réalisateurs de travailler justement cette couleur par l'ordinateur et de jouer sur les bleus, sur les violets, de pouvoir au fond redéfinir le film une fois terminé, les compositions principales des couleurs qu'on aimerait? C'est évident que le fait d'avoir des systèmes électroniques qui peuvent inverser les couleurs ou les saturer ou les désaturer, c'est un moyen mis à la disposition du metteur en scène. Mais à la base, il y aura toujours la composition même qui va jouer son rôle principal, la composition des couleurs. Et la définition, c'est autre chose. Tant mieux si la définition télévision devient parfaite et équivalente à la définition des images de cinéma. Mais le fond du problème, c'est comme toujours la formation des gens, la formation des techniciens, la formation des artistes. Et c'est pas parce qu'on leur donnera un nouveau moyen de transformation des images qu'ils deviendront artistes s'ils ne le sont pas en eux-mêmes. Donc je crois que ce qu'il faut mettre en cause, c'est le système d'éducation et de formation des futurs techniciens artistes. Je crois que c'est ça l'essentiel. Donc c'est le rôle des écoles de cinéma. Qu'est-ce que vous souhaitez, pardon? C'est le rôle des écoles de cinéma. Et dans quel sens est-ce que vous aimeriez qu'elles aillent? Donc le professionnalisme, mais quel professionnalisme vous suggérez? Il faut quand même dire nettement les choses comme elles sont. Le métier a deux bases très nettes. Une base qui est une base purement technique, et la technique
ça s'apprend, non, dans des bouquins ou sur le tas ou avec des professionnels. Et l'art, ça se ressent. Donc il faut aussi donner des moyens de former des artistes, de former des gens, de sélectionner des gens qui seront sensibles, pas seulement des manipulateurs techniciens, mais qui seront sensibles à la mise en œuvre de la couleur. Et ça, je crois que les écoles de cinéma actuellement ne le font pas. Est-ce que maintenant vous tournez parfois des courts-métrages, vous les tournez toujours en noir-blanc ou est-ce que vous les tournez en couleur aussi? Non, je tourne différemment, en couleur ou en noir et blanc, selon les sujets qu'on me propose. Et est-ce que vous avez une préférence pour l'un ou l'autre actuellement? Je continue à aimer beaucoup le noir et blanc, tout simplement parce que je pense que la couleur est mal utilisée. Alors que le noir et blanc est arrivé à une certaine perfection et il y a un certain plaisir à s'exprimer avec le noir et blanc. Comment est-ce que vous ressentez, parce que c'est un débat qu'on entend souvent, des gens exprimer leur préférence pour le noir-blanc sans pour autant savoir l'expliquer. Comment en fait vous définiriez le plaisir de cette bichromie, enfin, ou même monochromie, on peut dire, par opposition à la vision, je dirais, naturelle des couleurs? Mais je crois que l'explication est toute simple. C'est le plaisir d'avoir une simplification, une synthèse des couleurs à travers des gammes de gris, de noir et de blanc. Donc c'est la preuve, je veux dire, qu'on obtient une aussi grande satisfaction avec des transpositions de la nature qu'avec des reproductions de la nature. J'entends par là les couleurs qu'on essaie de reproduire telles qu'elles se présentent sous notre regard, peuvent ne pas nous donner satisfaction, alors que le noir et blanc, c'est une transposition telle que on éprouve un sentiment de simplification et de beauté par le rendu même des noirs, des gris et des blancs. Je dois dire que ça m'intéresse beaucoup cette définition parce que je crois que vous êtes celui qui me l'avait exprimé le plus clairement. J'ai souvent posé cette question par rapport aussi à la passion que j'ai pour les couleurs d'un côté, mais en même temps pour la passion que j'ai par exemple pour ce film comme La Belle et la Bête où je reste marqué par ces nuances, par je dirais, ce rêve. Et est-ce que vous pensez aussi que le noir-blanc, en tant que synthèse justement d'un certain nombre de choses, suggère davantage encore l'imaginaire, ou peut davantage le suggérer? Moi, je crois que le noir et blanc nous laisse une plus grande partie de notre possibilité d'évasion que la couleur. Parce que la couleur telle qu'elle est utilisée actuellement, elle nous rend en permanence proche de la vision du quotidien. Alors que le noir et blanc fait comme un filtre qui filtre la vie et nous donne un rendu différent de la quotidienneté de notre environnement. Et c'est ça ce qui est beau. C'est que le noir et blanc nous enlève
nous filtre le naturalisme. Est-ce que ce genre de considération, vous les avez avec les personnes que vous êtes, que vous êtes tenu d'éclairer dans un film? Prenons cet exemple de Peter Falk, alias Colombo, qui était dans le film Les Ailes du Désir, pour lequel vous avez été chef opérateur. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui dans lesquels vous lui avez un peu exprimé vos idées, vos options, etc.? Non, j'ai seulement eu le plaisir d'assister en projection, quand il y avait la projection des Roches, avec Peter Falk et Wim Wenders et ses autres comédiens. J'ai seulement eu la satisfaction de voir que ces comédiens habitués à voir du théâtre, du cinéma, semblaient particulièrement heureux de ce que je leur donnais sur l'écran. Mais on ne poussait jamais loin les conversations. Pour la raison simple, d'ailleurs, c'est que Peter Falk parle uniquement en anglais et que j'avais une difficulté de grande communication avec lui, et que les deux acteurs allemands, l'un ne parlait qu'allemand et l'autre parlait un petit peu français. Donc il y a une difficulté de communication par le langage. Par contre, avec Wim Wenders, j'avais des rapports étonnants, parce que Wim Wenders est un monsieur qui ne cache pas ses sentiments. Lorsque j'étais avec lui en Portugal, donc 3 ans avant, pour le film L'état des choses, et que je me trouvais en projection avec lui, presque solitaire, c'est-à-dire il y avait juste la chef monteuse et lui, pour assister au rush, un soir, il m'a saisi la main et j'ai senti dans sa crispation il désirait me communiquer fortement tout ce qu'il ressentait sur l'écran. Et ensuite, il s'est mis à taper des pieds comme un enfant en hurlant de joie. C'est très rare quand un metteur en scène s'exprime de cette façon-là et exprime sa joie de voir qu'un de ses collaborateurs l'a compris. Dans mes débuts, lorsque j'ai tourné mon tout premier film avec Yves Allégret, sur un scénario de Pierre Brasseur, le film s'appelait « Toby est un ange » et après plusieurs semaines de tournage, pour ne pas dire plusieurs mois de tournage, lorsque le film était complètement achevé, avec beaucoup de difficultés, parce que c'était le premier film de Yves Allégret comme metteur en scène et mon premier film comme chef opérateur. C'était en quelle année? C'était en 42. 42-43. Et alors nous assistons à la première projection du film complètement terminé, complètement monté, en tout petit comité, dans une salle du studio de la Nicéa qui depuis a disparu à Nice. Et le lendemain même, alors que Yves Allégret procédait à la dernière main pour le tirage des copies du film, tout d'un coup, il entend des cris dans la cour. Et on lui crie « Yves, Yves, il y a le feu, il y a le feu !» Alors, Yves était en train de déjeuner avec son assistante et il se lève et il ne fait pas très attention. Puis tout d'un coup, il voit comme une grande fumée noire, l'agitation dans la cour du studio. Et c'était la salle de montage qui brûlait avec le film. Mais pas seulement avec le positif du film, mais avec tout le négatif. C'était un désastre. Un désastre tel que la société qui avait fait le film, qui était une société toulonnaise,
ne s'en est jamais remise et que moi, j'ai été sans travail pendant près de 2 ans, puisque je n'ai jamais pu montrer ce que j'avais fait dans ce premier film. Alors ça, c'est un de mes souvenirs les plus pénibles. La destruction de mon premier film. Quels étaient les acteurs? Est-ce qu'il y en a qui... Les acteurs, c'était Rélis, qui était un comédien connu dans les milieux du Midi. C'était un comédien méridional, comédien de music-hall. Et puis il y avait Jeannine Darcet, dont c'était les débuts, qui plus tard a eu une certaine réputation quand elle a tourné Entrée des artistes avec Marc Allégret. Et il y avait pas mal de comédiens qui étaient réfugiés sur la Côte d'Azur. Le plus triste aussi, C'était donc Toby. Toby est un ange. C'est que le scénario était très bon. C'était un scénario... Comment ça s'écrit, Toby? Toby, T-O-B-I-E. Toby est un ange. Et le scénario était de Pierre Brasseur. Ah. Et le film n'a jamais été tourné ensuite? Non, il n'a pas pu être tourné parce que il y avait une question d'assurance. Et cette société qui avait fait le film, produit le film, avait mal assuré son film, ne pensant jamais qu'il allait pouvoir disparaître dans la fumée. Ça, c'était une anecdote plutôt dramatique, mais j'en ai vécu aussi qui ne l'était pas. Fort heureusement, beaucoup d'années plus tard, un de mes amis qui était metteur en scène me téléphone un jour en me disant « Alcan, est-ce que tu pourrais très vite venir tourner dans un atelier près de Montparnasse? Il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se produire. C'est Salvador Dali qui va venir avec une statuette qu'il doit envoyer à New York pour une exposition. » Je dis « Mais c'est impossible, tu me téléphones, il est samedi soir, je ne peux rien trouver pour demain, enfin, difficilement. » Enfin, après beaucoup d'efforts, je réunis quand même une caméra, de la pellicule, un assistant pour venir m'aider, et nous allons le dimanche dans cet atelier de peintre situé près de Montparnasse. Et petit à petit, cet atelier, qui était vide au début de l'après-midi, s'emplit d'une personne, 2 personnes, des amis d'amis. C'était complètement bourré de gens qui voulaient voir et assister à ce que Salvador Dali allait faire et allait dire. Enfin, en fin de journée, presque en fin de journée, grand remue-ménage, et je vois arriver Salvador Dali avec ses grandes moustaches. Je mets la caméra en route. Un de ses assistants déplie un grand papier, un grand paquet, et apparaît une sorte de statue grossièrement faite. Et Dali dit « Écoutez mes amis, je vais la terminer devant vous, mais il me faut du chewing-gum. » Stupéfaction dans toute l'assistance. Comment, mais du chewing-gum un dimanche? Oui, oui, il me faut du chewing-gum. Et il disait tout ça très, très sérieusement. Alors, une nuée d'assistants partent un dimanche après-midi pour chercher des barres de chewing-gum. Au bout d'un long moment, ils reviennent. Ils avaient trouvé Gare Montparnasse. Tous les autres magasins étant fermés. Et à ce moment-là, j'ai trouvé extraordinaire cette espèce de comédie qui se jouait devant nous.
où avec le plus grand sérieux, Dali a commencé à distribuer les barres de chewing-gum à chacun de nous et à toute l'assistance en disant « mâchez, mâchez, mâchez ». Et alors tout le monde s'est mis à mâcher le chewing-gum. Et au bout de 20 minutes, il dit « Est-ce que vous avez un saladier ?» Alors on va chercher un saladier. Et il fait la tournée de tout le monde. Il dit « Crachez, crachez, crachez ». Et tout le monde crachait des boules de chewing-gum dans le saladier. Je passais un certain temps, il demandait où vous voulez en venir, et il demande un deuxième saladier avec de l'eau. Alors il se mouille les mains et il commence par pétrir toutes les boules de chewing-gum pour en faire une grosse boule. Et quand là, ça a pris pas mal de temps, et je filmais d'ailleurs, et quand la grosse boule a été finie, il l'a prise dans ses mains, il a tiré dessus, et il a dit « Ce chewing-gum n'est pas de bonne qualité. Je ne peux pas finir ma statue. Au revoir. » Et il est reparti, on a remballé la statue, et on avait assisté à une petite comédie de ce grand peintre. Et le film, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, je me demande, ça me donne l'idée d'essayer de le rechercher. Il a été monté, vous l'avez monté finalement? Je crois qu'il a été monté. Mais dans ce cas-là, vous aviez vous-même la caméra en main. Oui. Donc il vous arrive assez souvent de prendre la caméra et d'être Donc, en outre caméraman. ça m'arrive rarement. Mhm. Je suis en général trop absorbé par les questions de lumière pour tenir la caméra moi-même. Alors justement, Henri Alcan, vous êtes actif sur de nombreux fronts, on le sait. En particulier, vous êtes en train d'écrire un nouveau livre. Le premier s'appelait Des lumières et des ombres, sauf erreur. Oui. Et celui-ci, Le premier traitait de la lumière et des ombres et de leur importance dans la signification de l'image, et celui-ci n'a aucun rapport avec le premier livre. C'est un recueil d'anecdotes puisées dans ma propre vie, d'anecdotes sur le cinéma. Alors les unes comiques, les autres tragicomiques, et quelquefois dramatiques. Le livre, j'espère qu'il sera édité. Je suis en rapport en ce moment avec la grande maison Flammarion. J'espère qu'il sera fait. quel est votre but en écrivant ce livre? J'avais envie de laisser d'abord à mes enfants et à ma famille une trace de ce que j'ai vécu. Mais j'étais pas très emballé pour en faire un livre. Je pensais qu'il était suffisant que ce soit écrit pour rester dans le domaine familial. Et puis, comme il y a eu 2 émissions de télévision à mon sujet, dont j'étais l'acteur et le conférencier, on m'a poussé à transcrire ces émissions de télévision. Et quand elles ont été transcrites, j'ai trouvé que c'était très mauvais. Alors j'ai voulu réécrire parce qu'il m'a semblé que tout ce qui est dit ne peut pas être reproduit sur le papier, est imprimé sans un profond remaniement. Mhm. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Et donc vous arrivez maintenant au bout de... J'arrive à peu près au bout de ce texte. Et dans quelques jours, donc vous êtes à Lausanne. C'est d'ailleurs c'était l'occasion de vous rencontrer aujourd'hui, puisque je vais écrire une page vous concernant pour vendredi. Mais vous avez encore d'autres projets et nombreux. Oui, j'ai pas mal de projets. J'ai des projets de films de fiction. Je suis forcé quand même d'essayer d'éliminer ce qui me semble trop dur ou trop fatigant. Et je me réserve pour quelques travaux qui me semblent importants. Par exemple, je travaille en ce moment sur un film de recherche médicale
Et ça, je trouve que c'est passionnant et utile d'essayer de montrer avec le professeur Huguet de Bercy qu'il peut y avoir de nouvelles méthodes de diagnostic à travers la cristallisation, une méthode sur la cristallisation du sang et qui révèle les pathologies de l'être humain. Alors ça me semble très important, c'est pour ça que je collabore à ce film. Et puis en dehors de ça, d'essayer de voir les nouvelles caméras, les caméras telles que celles qui sont utilisées dans la géode ou les géodes qui sont un peu réparties dans le monde entier, où les projections se font sur des hémisphères et où le public est réellement entouré par l'écran. Et vous avez un projet de réalisation dans ce sens? Alors, là, je serais probablement associé à la réalisation, tout au moins pour l'instant, il est seulement question d'étudier le matériel pour un futur film de fiction. C'est du matériel canadien, cela? C'est un matériel canadien qui s'appelle Omnimax et qui a été spécialement conçu pour filmer sur 180 degrés. Les films que j'ai vus faits avec ce procédé, les films documentaires, sont absolument remarquables. Quelle est l'épaisseur quelle est la largeur de la pellicule? C'est utilisé avec une pellicule de 70 mm de large qui nous donne une superbe image. Encore une question, et puis après on va arrêter. Enfin, deux questions exactement. Une concernant les acteurs. Est-ce que vous êtes lié d'amitié au cours de votre carrière avec certains acteurs? Et si oui, lesquels? C'est assez rare d'avoir une très bonne communication avec les acteurs parce qu'ils vivent leur vie d'une façon différente de la vie que nous menons nous-mêmes. Mais il s'est trouvé quand même dans ma carrière qu'avec Gérard Philippe, notamment, les rapports étaient excellents et que nous étions devenus amis. Et vous vous voyez dans le privé, en dehors de considérations cinématographiques? On a pu se voir un petit peu dans le privé après certains films, et puis même dîner ensemble. Je lui soumettais des projets que j'avais à l'époque comme metteur en scène. Ces projets avaient échoué, mais c'est pas ça l'important. C'était que c'était un homme d'une sensibilité et d'une humanité exceptionnelle. C'était un grand talent. Dans le domaine des acteurs ou des actrices, je peux aussi citer Jeanne Moreau, avec laquelle j'ai continué après plusieurs films, 2-3 films. J'ai fait avec Jeanne Moreau. Quels sont les films importants que vous avez fait avec Jeanne Moreau? J'ai fait un film qui s'appelait La Reine Margot, qui était dans le début des films en couleur, un film fait par Dréville, et où elle avait le rôle principal de la Reine Margot. J'ai tourné aussi avec elle un film avec Marc Allégret, plus tard. Et puis, je dois dire que Jeanne me fait inviter chaque fois qu'elle joue au théâtre, et notamment, je l'ai vue tout récemment dans cette pièce remarquable où elle joue le rôle d'une servante. La pièce de théâtre s'appelle La servante Zerline, et où Jeanne tient la scène pendant 1h30, à peu près seule, enfin avec un long monologue absolument remarquable. Jeanne, c'est une très grande comédienne. Avec des gens comme Jean Marais, avec qui vous aviez des contacts il y a de ça maintenant 40 ans, est-ce que vous êtes resté en contact? Oui, de temps en temps, nous revoyons de façon épisodique lorsqu'il y a des festivals ou des rencontres, mais c'est quand même assez rare. Lorsque, par exemple, vous devez faire un choix d'acteur, est-ce qu'il vous arrive
d'appeler d'appeler l'acteur. Est-ce que vous jouez ce rôle parfois C'est exceptionnel. Pour le film de Wim Wenders, effectivement, c'est vous qui aviez appelé Jean Marais? Oui, j'ai appelé Jean Marais, qui aurait pu, s'il avait été libre, faire un des rôles importants du film Les Ailes du désir. Mais pas celui qui a été tenu par Peter Falk. Non, non, c'était un autre rôle. De même, j'avais téléphoné à ce grand comédien dont le nom m'échappe en ce moment, qui est un des comédiens les plus âgés qui soit... Charles Vanel? Oui, Charles Vanel. Pour lui donner un superbe rôle dans le film de Wim Wenders, mais pour des raisons qui m'échappent, Charles Vanel n'a pas accepté. Peut-être redoutait-il aussi le climat hivernal de Berlin, pendant lequel on a tourné le film. Alors, Galcan, j'aurais une dernière question à vous poser, en conclusion. Revenons sur les lumières et les ombres. Est-ce que, pour vous qui avez travaillé longtemps sur ces questions avant tout artistiques, est-ce qu'il se dégage une philosophie de l'ombre et de la lumière qui peut s'exprimer en dehors de l'image elle-même? À mon avis, c'est évident, mais c'est contesté par beaucoup de mes confrères lors de différents colloques où cette question a été évoquée. C'est tout simplement parce que nous vivons en permanence dans le climat de lumière solaire, donc nous ressentons très profondément dans notre individu toutes les variations de la lumière, pas seulement par sa chaleur, mais par sa qualité, par son rayonnement, par sa couleur, par ses nuanciations, par ses variations selon les heures, selon les saisons, selon l'apparition solaire à l'aube, sa disparition au crépuscule, tous les phénomènes qui sont liés au jeu des lumières et des ombres et qui nous touchent très profondément et qui finalement rythment notre vie. Je crois que on ne s'est pas encore assez penché sur ce problème de l'importance de la lumière et de son impact sur notre psychisme. Alors c'est intéressant, justement à cet égard-là, les psychiatres disent par exemple, j'ai entendu il n'y a pas longtemps des cas de dépressifs à qui on conseillait d'augmenter l'intensité lumineuse de gens qui déprimaient faute d'avoir assez de lumière. Mais c'est précisément notre rôle de manipulateur de la lumière, non pas de la lumière solaire, parce que la lumière solaire nous la subissons, mais quand nous sommes en lumière artificielle, c'est-à-dire en studio, nous sommes, je crois, réellement des créateurs de la lumière. Et puisque nous la dirigeons, nous la manipulons, nous pouvons, grâce à ces jeux de lumière et d'ombre, influencer très 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 profondément l'individu. Est-ce qu'il y a un enseignement, une harmonie que l'on peut retirer de cette lumière? Je veux dire, est-ce que la lumière a une moralité en soi, ou est-ce que c'est pour vous? C'est peut-être pas une moralité que la lumière a, mais nous sommes des êtres qui finalement subissons la lumière de telle façon que nous
entrons vibration en concordance ou en dissonance avec la lumière selon notre propre état d'esprit momentané. Nous subissons la lumière. Et vous, comme chef opérateur, vous la créez, vous la recréez? Alors c'est ce que je trouve superbe dans ce métier, c'est que précisément nous nous servons d'exemple, de l'exemplarité de la lumière solaire pour essayer, lorsque nous sommes dans les conditions de studio, de réinventer une lumière qui tantôt prend comme référence la lumière solaire, tantôt s'oppose à la lumière solaire. Nous pouvons créer une lumière, celle que dans mon livre j'appelle antisolaire, et qui crée un jeu et un système d'ombre et de lumière complètement différents de la lumière naturelle. Et par cette lumière différente, on atteint une autre dimension qui peut être la dimension de l'irréel, du surréel ou du fantastique. Ariel Koch, je vous remercie infiniment de cette longue interview que vous m'avez accordée, et puis je me réjouis de vous revoir vendredi. Merci infiniment. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.